Alors, on va redémarrer parce que, comme vous l'avez compris, le cahier des charges est dense. Je voudrais juste faire 2 petites annonces. Une personne parmi vous m'a posé la question: quelle est l'adresse pour que les enfants, des personnes de la cohorte s'inscrivent? Donc si cette personne a posé la question, peut-être que d'autres ont également la question. L'adresse, c'est www.e3n.fr/famille. Je répète, www.e3n.fr/famille. Autre question qui nous a été posée: y aura-t-il un replay? Est-ce qu'il y a une captation? En théorie, oui. Voilà, alors on va enchaîner à présent avec une séquence dédiée à l'alimentation. L'objectif de cette séquence, c'est de comprendre comment la nutrition et les contaminants impactent notre santé, et on va démarrer avec une intervention de Francesca Mancini. Bonjour Francesca. Alors vous êtes épidémiologiste, vous êtes responsable de l'axe de recherche sur l'alimentation, les contaminants alimentaires dans l'équipe, et vous allez nous parler plus spécifiquement de la diversité, mais aussi de la complexité de l'alimentation, et puis nous présenter les résultats sur le potentiel inflammatoire de l'alimentation et notamment le risque de cancer du sein. Merci. Voilà. Donc, bonjour. Donc, au début des derniers siècles, les sciences nutritionnelles se sont concentrées surtout sur étudier les carences nutritionnelles et le rôle de l'alimentation dans la transmission des maladies infectieuses. Et c'est seulement à partir des années 60 que dans les pays occidentaux, en particulier, les paradigmes ont changé et la recherche a commencé à s'intéresser à l'alimentation en relation à les maladies non transmissibles. À l'heure actuelle, on peut affirmer que l'alimentation joue un rôle important dans garder un état de santé et qu'il y a des preuves scientifiques qui démontrent que la nutrition peut avoir un rôle dans la prévention de certaines maladies chroniques telles que le diabète de type 2 ou les cancers. Par contre, il y a toujours des défis, en particulier de comprendre mieux quels sont les facteurs spécifiques impliqués dans les différentes maladies et quels sont les mécanismes physiopathologiques sous-jacents à ces associations-là. Et finalement, il faut aussi établir quelles sont les preuves scientifiques suffisamment solides pour élaborer des recommandations de santé publique et comment ces recommandations de santé publique doivent être transférées à la population générale. De toute manière, l'étude de l'alimentation en relation à la santé reste quelque chose d'extrêmement complexe, surtout parce que l'alimentation est un ensemble complexe. On peut définir l'alimentation comme un ensemble des aliments différents, mais on peut aussi la définir comme par exemple une combinaison des macronutriments tels que les glucides, les protéines ou les fibres. Ou encore, on peut la décrire comme un mélange des micronutriments, ça qui devient déjà beaucoup plus complexe. Et tout ça, c'est sans avoir encore pris en compte tous les substances chimiques qui peuvent être présentes dans les aliments sans avoir aucune propriété nutritionnelle, mais qui peuvent quand même jouer un rôle en relation à la santé, comme par exemple les résidus des médicaments vétérinaires, les contaminants environnementaux ou encore par exemple les additifs alimentaires. Donc, dans le temps, ils ont développé plusieurs méthodes pour étudier l'alimentation en relation à la santé et on peut avoir des approches qui sont plus microscopiques à des approches qui deviennent plus macroscopiques et holistiques et qui ont l'objectif d'étudier les régimes, les profils alimentaires en relation à la santé. De manière très similaire, on peut étudier les contaminants chimiques de l'alimentation en utilisant une approche monopolluante ou une approche multipolluante. Dans tous les cas, quand on s'intéresse à étudier l'alimentation en relation à la santé, on doit se baser sur des estimations des apports alimentaires qui peuvent être des estimations indirectes qui utilisent surtout des questionnaires alimentaires ou des mesures directes des biomarqueurs d'exposition dans des matrices biologiques. Toutes ces approches ont des avantages et des inconvénients qu'on ne va pas lister dans le cadre de cette présentation, mais on vous fournira des exemples d'études à titre illustratif. Et là, je vais vous présenter un peu plus dans les détails quelles sont les données alimentaires disponibles dans la cohorte et troisième génération à l'heure actuelle. Donc, comme Gianluca l'a dit tout à l'heure, les femmes de la première génération ont été suivies par des questionnaires envoyés tous les 2-3 ans. Et en particulier, toutes les femmes de la première génération étaient invitées à remplir un questionnaire alimentaire très détaillé à 2 reprises, une première fois en 1993 et une deuxième fois en 2005. Ces questionnaires avaient le but d'estimer les consommations habituelles pendant les 12 mois précédant au remplissage de questionnaire.
Le questionnaire, qui était préalablement validé, était composé de deux parties. Une première partie qui récoltait les informations sur les fréquences et les quantités consommées de différents groupes alimentaires et une deuxième partie qui, par contre, récoltait des informations beaucoup plus détaillées sur les différents aliments à l'intérieur des groupes alimentaires étudiés dans la première partie. Ces questionnaires nous a permis d'estimer les consommations de plus de 230 aliments différents. Après, en fusionnant les données de consommation alimentaire disponibles dans la cohorte T3N avec les données de composition alimentaire fournies par l'ANSES, on a pu estimer les apports nutritionnels moyennes journalières de toutes les femmes qui avaient répondu au questionnaire alimentaire. Et de manière similaire, en fusionnant les données de consommation alimentaire disponibles dans la cohorte avec les données de contamination alimentaire toujours mises à disposition par l'ANSES, on a pu estimer l'exposition moyenne par la voie alimentaire à plus de 400 contaminants chimiques différents. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu des différentes données, de la richesse des données alimentaires disponibles dans la cohorte. Et là, je vais vous présenter une première étude qui s'est basée sur l'utilisation de ces données, qui était focalisée sur la relation entre l'indice d'inflammation alimentaire et le risque de développer les cancers du sang. Donc, les cancers du sang, c'est malheureusement les cancers les plus diagnostiqués au monde. Et on a pu observer une augmentation de son incidence au niveau mondial à partir des années 70 jusqu'à que l'incidence arrive à se stabiliser autour des années, du début des années 2000. Les cancers du sang peuvent être définis comme une maladie multifactorielle, ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer un rôle sur son apparition. Et en particulier, on peut distinguer des facteurs qui sont non modifiables, comme par exemple la prédisposition génétique, à des facteurs qui sont modifiables. Ça veut dire qu'ils sont surtout liés à les modes de vie, comme par exemple l'alimentation. Les voies biologiques sous-jacentes ces mécanismes, ces facteurs de risque ne sont pas toujours connus, mais c'est soupçonné que l'inflammation peut représenter une voie biologique par laquelle ces facteurs exercent leurs effets en relation au risque de cancer du sang. Et un des facteurs externes qui peut plus facilement modifier l'état d'inflammation chronique de l'organisme, c'est l'alimentation, parce que certains composants de l'alimentation peuvent avoir des effets pro-inflammatoires ou des effets anti-inflammatoires. Et c'est pour étudier cet aspect-là que des indices d'inflammation alimentaire ont été développés pour caractériser les potentiels inflammatoires des différents régimes alimentaires. Et donc, l'objectif de cette première étude était d'évaluer l'association entre les potentiels inflammatoires de l'alimentation et les risques de cancer dans la cohorte et troisième génération. Et en plus d'évaluer si cette association variait en fonction de certaines caractéristiques individuelles. Donc, à titre très rapidement, pour estimer l'indice d'inflammation alimentaire, il faut déterminer des poids inflammatoires spécifiques à chacun des composants alimentaires. Et ces poids d'inflammation sont établis en fonction des données disponibles dans la littérature. Après, il faut pondérer les apports alimentaires des participants sur les points inflammatoires spécifiques de chacun composant et les additionner pour obtenir un score global pour chaque sujet. Donc, nous avons pu estimer les indices d'inflammation alimentaire pour chaque femme ayant répondu au premier questionnaire alimentaire en se basant sur 32 paramètres alimentaires différents. Donc, pour cette étude, finalement, nous avons inclus presque 68 000 femmes, parmi lesquelles 5 686 ont développé un cancer du sang au cours du suivi. Et voici nos résultats principaux. Donc, nos résultats nous suggèrent que l'existence d'une association positive, linéaire et statistiquement significative entre l'indice d'inflammation alimentaire et le risque de développer les cancers du sang. Et après, bien qu'aucune des tests d'interaction que nous avons réalisés était statistiquement significative, nos résultats suggèrent, comme vous voyez en bas, que l'association était plus forte chez les non-fumeuses et chez les faibles consommatrices d'alcool. Donc, en conclusion, dans la cohorte et troisième génération, une alimentation pro-inflammatoire est associée à une augmentation du risque de cancer du sang et cette association semblerait être plus marquée chez les non-fumeuses et chez les faibles consommatrices d'alcool.
Ces résultats, donc, suggèrent qu'une alimentation saine, un régime alimentaire sain, en particulier un régime alimentaire anti-inflammatoire, peut aider à prévenir les cancers du sang au niveau de la population. Cette étude a été publiée l'année dernière et c'est clairement le résultat d'un travail collaboratif et vous pouvez voir lister ici les personnes qui ont contribué à sa réalisation. Merci. Merci beaucoup, Francesca, pour cette entrée en matière. On va passer présent, céder la parole à Mariam Agi. Bonjour Mariam. Vous êtes, quant à vous, post-doctorante et vous avez travaillé sur la maladie de Parkinson. Alors, la question que je vais vous poser est la suivante. Quels sont les liens entre l'alimentation et la maladie de Parkinson? Donc, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative d'origine multifactorielle plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. La causalité inverse, à savoir des changements alimentaires soit secondaires à des symptômes comme la constipation ou la dépression avant le début de la maladie, constitue un défi majeur dans l'étude des liens entre l'alimentation et la maladie de Parkinson. Donc, l'objectif de notre travail est d'étudier les liens entre la consommation du lait, des produits laitiers, l'adhésion au régime méditerranéen et le risque de développer la maladie de Parkinson, tout en tenant compte de la causalité inverse. Pour cela, nous avons inclus plus de 70 000 participantes qui ont répondu au questionnaire alimentaire envoyé en 1993, dont 845 patientes avec maladie de Parkinson. Et afin de tenir compte de la causalité inverse, nous avons réalisé des analyses avec un décalage de 5 ans et nous avons exclu les cas survenus dans les 5 premières années et les participantes ayant un suivi inférieur à 5 ans. Donc, nos résultats ont montré que l'incidence de la maladie de Parkinson augmentait avec la consommation du lait pur et cette augmentation a été aussi trouvée dans les analyses ou lorsque la consommation a été évaluée longtemps avant l'apparition de la maladie. L'ajout du café, thé ou chicorée au lait réduit l'impact délétère du lait. En revanche, aucune association n'a été observée pour la consommation des autres produits laitiers comme le fromage, yaourt, beurre et crème. Ces résultats restent similaires pour les analyses avec des délais plus longs et lorsqu'on a ajusté les analyses sur la constipation et la dépression. Ces résultats ont été publiés dans le journal European Journal of Epidemiology. La relation entre l'adhésion au régime méditerranéen et l'incidence de la maladie de Parkinson a fait l'objet de plusieurs études épidémiologiques. Le régime méditerranéen est l'un des régimes alimentaires les plus sains, qui se caractérise par une forte consommation d'aliments d'origine végétale, notamment les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, ainsi que la consommation d'huile d'olive. Nos résultats ont montré qu'une forte adhésion au régime méditerranéen est associée à une diminution du risque de maladie de Parkinson pour les malades les plus jeunes. Aussi, nous avons observé un rôle bénéfique de la consommation des légumineuses et des aliments riches en acides gras polyinsaturés comme les poissons et les noix. Pour conclure, la consommation du lait pur est associée à une incidence accrue de la maladie de Parkinson. Ces résultats ont été aussi observés lorsque la consommation a été évaluée longtemps avant l'apparition de la maladie, plus de 10 ans, et lorsqu'on a ajusté sur la constipation et la dépression, suggérant ainsi que la causalité inverse est peu probable pour expliquer cette association. Aussi, cette association est cohérente avec les résultats d'une étude de randomisation mendélienne. La relation entre le lait ajouté et la maladie de Parkinson pourrait s'expliquer par des effets opposés du lait et de la caféine. Aucune association n'a été trouvée pour les autres produits laitiers et nous avons observé un effet protecteur pour le régime méditerranéen et la consommation de légumineuses et d'aliments riches en acides gras polyinsaturés comme les poissons et les noix, notamment chez les plus jeunes malades. Ces résultats permettent d'envisager des pistes de prévention de la maladie de Parkinson chez les personnes à risque. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Alors, Francesca, je vous invite à nous rejoindre à nouveau pour nous parler cette fois-ci de la question des contaminants dans l'alimentation. Alors, quels sont les liens de ces contaminants avec l'obésité?
Oui, merci. On s'intéresse particulièrement à l'obésité parce que l'obésité, qui est définie comme une accumulation excessive des tissus adipeux, représente un problème de santé publique majeur au niveau mondial. Et la raison pour ça, c'est que l'obésité, comme on a déjà évoqué ce matin, c'est un des principaux facteurs de risque pour plusieurs maladies chroniques. Et aussi parce que autour de 30% de la population adulte mondiale vivent dans une condition d'obésité. Étant donné que cette épidémie d'obésité s'est réalisée de manière relativement rapide et que les facteurs de risque connus, surtout sur la prédisposition génétique et les facteurs alimentaires, n'arrivent pas complètement à expliquer cette tendance, a fait si que, a été, a fait si que l'hypothèse que l'environnement peut jouer un rôle important sur cette épidémie soit formulée. En particulier, il y a de nombreux perturbateurs endocriniens qui sont aussi soupçonnés d'agir comme obésogènes. Et ça veut dire que ces substances peuvent provoquer l'obésité en suivant plusieurs mécanismes, comme par exemple, ils peuvent induire une augmentation du nombre et de la taille des adipocytes, qui sont les cellules des tissus adipeuses. Ou bien, ils peuvent aussi impacter d'autres aspects du système endocrinien qui peuvent, de manière secondaire, induire à l'obésité. C'est pour ça qu'on a décidé de se focaliser sur deux perturbateurs endocriniens qui sont aussi classés comme polluants organiques persistants, qui sont les dioxines et les PCB. En particulier, il faut savoir que les PCB peuvent être divisés en deux groupes. Les PCB dioxine-like, qui partagent les mêmes mécanismes d'action que les dioxines, et les PCB non-dioxine-like, qui par contre exercent leur toxicité en suivant d'autres voies biologiques. Et donc, l'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'association entre l'apport alimentaire en dioxine et PCB dioxine-like d'une part et les PCB non-dioxine-like d'autre part, en relation à trois événements de santé différents, que c'est la prise de poids de plus de 10 kg pendant le suivi, le risque de devenir surpoids défini comme un indice de masse corporelle supérieur à 25 et le risque de devenir obèse défini comme un indice de masse corporelle supérieur à 30. Alors, après avoir appliqué différents critères d'exclusion, cette étude a inclus presque 64 000 femmes qui avaient un indice de masse corporelle moyenne à l'inclusion de 22,9 et pour lesquelles l'apport alimentaire en PCB non-dioxine-like et dioxine et PCB dioxine-like a été estimé et on a pu mettre en évidence que les poissons et les produits laitiers étaient la principale source d'exposition à ces contaminants. Alors, toute cette population est utilisée pour évaluer les risques de prise de poids. Par contre, bien évidemment, pour étudier les risques d'obésité et de surpoids, on a dû exclure les cas prévalents à l'inclusion. Je vais vous présenter maintenant les résultats principaux pour les PCB non-dioxine-like en relation aux trois événements de santé étudiés. Et comme vous pouvez voir, nos modèles suggèrent qu'il y a une association positive et linéaire avec les trois outcomes d'intérêt. Et en particulier, pour l'obésité, par exemple, on peut voir que les femmes les plus fortement exposées ont un risque d'obésité 26 fois supérieur par rapport à les femmes du groupe de référence, ça veut dire les femmes moins fortement exposées au PCB non-dioxine-like via l'alimentation. On a fait des analyses supplémentaires en ajustant les non-modèles pour d'autres variables alimentaires. En particulier, on a par exemple ajusté sur l'adhésion aux recommandations nutritionnelles comme proxy d'une alimentation saine en général et aussi sur la consommation des poissons. Et on peut voir que bien que la relation soit atténuée, on peut toujours retrouver une association positive avec les risques, par exemple, d'obésité, mais les résultats, c'était très similaires pour les autres deux événements de santé étudiés. Par contre, quand on s'est intéressé à les dioxines et les PCB dioxine-like, on a vu que l'association positive qu'on pouvait voir dans les modèles principaux n'était plus là une fois qu'on ajustait sur les autres variables alimentaires. Donc, cette étude est à faveur de l'hypothèse qu'il y a une association positive et linéaire entre les apports alimentaires en PCB non-dioxine-like et les risques de prise de poids, les risques d'obésité et les risques de surpoids, et que ces résultats sont globalement stables lors de la réalisation des analyses de sensibilité.
Par contre, c'est évident qu'il faut avoir ces résultats doivent être confirmés dans d'autres populations et il faut mieux comprendre quels sont les mécanismes biologiques sous-jacents. Cet travail aussi, c'est clairement le résultat d'un travail collaboratif et l'article a été accepté aujourd'hui. Donc, voilà. C'est une bonne nouvelle que l'acceptation de cet article. On va continuer à parler des contaminants et plus spécifiquement du mélange de ces contaminants et la façon dont le mélange de ces contaminants peuvent impacter la mortalité. Chloé Marquez, vous êtes postdoctorante et c'est vous qui allez nous éclairer sur cette question. Merci. Donc, pour contextualiser, la plupart des études épidémiologiques analysent un seul contaminant à la fois, mais dans la vraie vie, lorsqu'on mange, on est en fait exposé à plein de contaminants en même temps. Vous pouvez voir ici dans le graphique à droite que l'effet combiné de deux contaminants A et B peut être additif, c'est-à-dire qu'il correspond à la somme des effets individuels, mais A et B peuvent également interagir entre eux et induire un effet synergique ou antagoniste. Donc c'est pour ça qu'on étudie les mélanges de contaminants. Mais par rapport à cette problématique des mélanges de contaminants, c'est important de noter que plusieurs questions de recherche sont possibles. Et donc, il nous a semblé que la première question de recherche d'intérêt pour la santé publique, et ici dans notre étude, était tout d'abord d'identifier les mélanges de contaminants auxquels les femmes de la cohorte E3N étaient le plus souvent exposées par le biais de leur alimentation. Et ensuite, un deuxième objectif était d'étudier l'association entre ces mélanges de contaminants et le risque de mortalité. Pour vous présenter rapidement l'étude de la mortalité dans E3N, on a recueilli les cas de décès via différents canaux, notamment par les retours des proches. Les causes de décès, elles sont fournies par l'INSERM-CEPIDC, qui est le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, et elles sont codées à l'aide de la classification internationale des maladies. Pour notre étude, la période de suivi s'étendait de 1993 à 2014, et pendant cette période, on a recensé 6441 de décès, toutes causes confondues. Et ensuite, on a étudié des causes spécifiques de décès, notamment par maladie cardiovasculaire, par cancer du sein, par cancer du poumon et par cancer colorectal. Pour revenir sur l'identification des mélanges de contaminants, on a utilisé la SNMU, qui est une méthode statistique de réduction de dimension. Donc, à partir de 197 contaminants, on a obtenu 6 mélanges de contaminants auxquels les femmes de la cohorte 3N étaient le plus souvent exposées par le biais de leur alimentation. Et ces mélanges contenaient 81% de l'information présente dans nos données initiales. Donc vous pouvez voir ici dans ce tableau une description des 6 mélanges de contaminants. On trouve notamment les principaux contaminants formant chaque mélange et le groupe d'aliments le plus corrélé à chaque mélange de contaminants, sauf pour le mélange 1, qui était corrélé à de nombreux contaminants, à de nombreux groupes d'aliments sans qu'il y en ait un qui se détache. Donc le mélange 2 était particulièrement corrélé à la consommation de produits laitiers, le mélange 3 à la consommation de pain et produits céréaliers salés. Les mélanges 4 et 5, qui sont des mélanges de pesticides, étaient corrélés à la consommation de légumes et de fruits. Et enfin, le mélange 6 était corrélé à la consommation de poissons et produits de la mer. Ici, je vous présente les résultats de nos associations entre l'exposition alimentaire au mélange et le risque de mortalité, toutes causes confondues. Donc, on a observé des associations non linéaires avec les mélanges 1, 3, 4 et 5, et des associations linéaires avec les mélanges 2 et 6. On n'a pas observé d'association statistiquement significative avec les mélanges 2, 3 et 6, mais en revanche, on a observé des associations significatives et plutôt dans le sens inverse avec les mélanges 1, 4 et 5. Ici, c'était les résultats pour la mortalité toute cause et on a obtenu des résultats similaires dans nos analyses sur la mortalité par cancer et par maladie cardiovasculaire. Et donc, comme ces résultats allaient plutôt à l'encontre de nos hypothèses initiales, on a eu plusieurs points de discussion pour tenter de les comprendre. Le premier point de discussion le contaminant et plus largement du mode de vie associé. Parce que par exemple, les mélanges 4 et 5, qui étaient des mélanges de pesticides, étaient particulièrement corrélés à la consommation de fruits et légumes qui, eux, sont bénéfiques du point de vue de la mortalité. Et donc cet effet bénéfique des fruits et légumes semble surpasser l'effet potentiellement délétère des pesticides, ce qui est plutôt rassurant pour la santé publique. Et notre autre point de discussion était sur le nombre de contaminants étudiés, parce qu'on a inclus 197 contaminants, ce qui est déjà beaucoup, mais dans la vraie vie, il en existe beaucoup plus. Donc on pourrait se demander s'il ne faudrait pas inclure plus de contaminants, ou si au contraire, il ne faudrait pas réduire ce nombre de contaminants, par exemple en les regroupant par mécanisme d'action, afin de faciliter l'interprétation des résultats. Merci à tous les collaborateurs de ce projet et merci pour votre attention.
Alors, on va parler à présent des biomarqueurs de ces contaminants. Quels sont-ils, ces biomarqueurs? Quel rôle jouent-ils sur le stress oxydatif? Pauline Frénois, vous êtes doctorante et on va vous laisser la parole pour répondre à ces questions. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc cette fois-ci, dans ce travail, on s'est intéressé, contrairement aux présentations, précédentes, à des biomarqueurs, sanguins d'exposition à des contaminants et donc on s'est intéressé particulièrement aux polluants organiques persistants. C'est un groupe de produits chimiques qui sont, notamment émis en raison des activités humaines, mais aussi lors de phénomènes naturels et qui partagent plusieurs propriétés communes. D'abord, ils persistent très longtemps dans l'environnement, on les appelle souvent polluants éternels. Ensuite, ils sont très mobiles, du coup, ils vont être disséminés un peu partout dans l'environnement et ils ont la capacité de se bioaccumuler dans les organismes humains et animaux et du coup, ils vont se bioamplifier tout au long de la chaîne alimentaire et pour cette raison, les populations humaines vont être exposées principalement via l'alimentation à ces contaminants. Ils sont potentiellement toxiques pour l'homme. Un des mécanismes suspectés, c'est l'induction de stress oxydatif. Je vais revenir dessus, juste après. Et donc ça concerne différentes familles chimiques et là, pour ce travail, on s'est intéressé aux pesticides organochlorés, aux polychlorobiphéniles, aux polybromodiphényléters et aux substances per- et polyfluoroalkylées. Donc le stress oxydatif, qu'est-ce que c'est? Ça correspond en fait à un déséquilibre entre la production de molécules qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène, et la capacité antioxydante des cellules. Donc ces fameuses espèces réactives de l'oxygène, c'est des composés qui sont très instables et très réactifs et si leur concentration dans l'organisme augmente, l'organisme va produire des enzymes antioxydantes pour les neutraliser. Et en fait, lorsque les capacités antioxydantes de l'organisme sont dépassées, ces ROS vont entraîner des dommages cellulaires qui peuvent être à l'origine de nombreuses pathologies. Le lien entre les POPs et le stress oxydatif a déjà été étudié. Il y a des études toxicologiques qui ont montré que certains POPs pouvaient entraîner la production d'espèces réactives de l'oxygène et augmenter l'activité de certaines enzymes antioxydantes. Et puis, il y a aussi des études épidémiologiques en population, mais qui ont montré cette fois-ci plutôt des résultats hétérogènes, donc assez variés entre les différentes études. Donc, l'objectif de notre travail, c'était d'étudier les associations entre les biomarqueurs d'un mélange de POPs, qui correspondent aux familles que j'ai citées précédemment, et les biomarqueurs de stress oxydatif chez un échantillon de femmes E3N. Lorsqu'on s'intéresse à l'effet de multiples polluants sur la santé, on fait face à plusieurs défis dans les modèles statistiques qui sont liés au fait que d'abord on est exposé à de très nombreux polluants en même temps, qui sont du coup très fortement corrélés entre eux. Donc ça, c'est une première difficulté à prendre en compte dans les modèles stats. Ensuite, ces polluants peuvent potentiellement interagir entre eux, avoir des effets synergiques ou antagonistes. On parle aussi d'effets cocktail. Et enfin, leurs effets sont potentiellement non linéaires. Donc, dans ce contexte, il faut utiliser des méthodes statistiques adaptées. Nous, pour ce travail, on a utilisé une méthode qui s'appelle BKMR et qui répond à ces différents défis statistiques. On s'est servi des données de prélèvement sanguin qui ont eu lieu chez un échantillon de femmes troisièmes dans les années 90. Et chez donc à peu près 470 femmes, ont été mesurées une quarantaine de POPs, donc les familles que j'ai citées précédemment, et 3 enzymes antioxydantes. Donc, je vais passer aux résultats. Je vais vous présenter les résultats pour une seule enzyme, la GST-alpha, et je vais vous présenter 2 résultats principaux, mais la méthode BKMR fournit en fait un très grand nombre de résultats. Donc, le premier résultat sur cette diapo, c'est l'effet cumulé, qui correspond en fait à la variation du niveau d'enzymes antioxydantes lorsque l'exposition simultanée aux 41 POP augmente. Et donc là, on voit sur le graphique que lorsque l'exposition à tous les POP augmente en même temps, le niveau d'enzymes antioxydantes semble plus élevé. Et donc un deuxième résultat intéressant, c'est la détection d'interactions entre les polluants, donc, qui correspondent en fait à la variation de la forme de la relation entre un polluant donné et une enzyme lorsque l'exposition à un autre polluant varie. Donc là, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que la relation entre le PCB 180 et la même enzyme, le GST-alpha, change un peu de forme en fonction des niveaux fixés d'un autre polluant qui est un métabolite d'un pesticide. Donc ça suggère une interaction entre ces deux polluants. Donc pour conclure, on avait des résultats très riches. Là, j'ai présenté un tout petit échantillon, mais du coup aussi très complexe à interpréter. Une des forces de ce travail, c'est qu'il intègre de multiples polluants et qu'il utilise une méthode souple adaptée à la complexité du contexte. Mais la principale limite, c'est que les biomarqueurs sont mesurés à un seul instant. Donc on ne peut pas distinguer les effets à court et à long terme des polluants. Donc ces résultats seraient confirmés par des études de plus grande taille et si possible avec des mesures répétées dans le temps.
Merci pour votre attention et c'était un travail collaboratif. Donc merci également à toutes les personnes qui ont contribué. Merci Pauline. On va terminer cette séquence avec le sujet des aliments ultra transformés. On a tous entendu parler du rôle délétère des aliments ultra transformés, notamment de leur rôle sur les cancers. Alors, qu'en est-il dans la cohorte EPIC? On va en parler avec vous, Ingui Brecht. Vous êtes épidémiologiste au Centre international de recherche sur le cancer et vous vous êtes intéressée à ces questions. Je vous propose de nous en parler. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette belle journée pour nous donner la chance de présenter, de partager avec vous nos résultats sur les aliments ultra-transformés et les cancers dans la cohorte EPIC. Donc, le contenu de cette présentation, je vais d'abord vous présenter la classification qu'on a utilisée pour classifier les aliments par rapport à leur procédure transformée. Après, je vais vous montrer des résultats sur la validation qu'on a fait avec les biomarqueurs pour après continuer avec des associations avec les maladies et plus important, les cancers, pour après finir avec une résumé et des perspectives. Donc, qu'est-ce que sont les aliments ultra-transformés? Donc, ce sont des formulations d'aliments et de boissons dérivées industriellement de composés chimiques qui, au-delà des substances d'usage culinaire courant, telles que le sel, le sucre, l'huile et les graisses, comprennent des substances dérivées des aliments maintenant utilisés dans les préparations culinaires, telles que les graisses hydrogénées, les amidons modifiés, ainsi que les arômes, les colorants, les émulsifiants et d'autres additifs cosmétiques. Pour étudier l'association avec les maladies des produits transformés et ultra-transformés, on utilise une classification développée par Carlos Monteiro en Brésil et cette classification NOVA inclut 4 différents groupes d'aliments. Donc, le groupe 4 correspond justement aux produits ultra transformés que je venais de vous en parler. Il y a aussi 3 autres groupes dans cette classification. Donc, d'abord, le groupe 1, ce que sont les produits non transformés ou seulement peu transformés. Donc, c'est tous les produits frais comme les légumes, les fruits, aussi la viande et le poisson frais. Après, le deuxième groupe inclut les ingrédients culinaires transformés. Donc, ça inclut le sel, le sucre, l'huile, tous les produits qu'on utilise dans la cuisine pour faire les recettes. Et après, on a les aliments transformés. C'est les produits, par exemple, les cannes, beaucoup de fromage sont inclus aussi. Aussi, le pain artisanal est inclus dans les aliments transformés. Et pour finir, le groupe 4, donc, c'est les produits ultra transformés. Donc, ça peut aussi inclure le pain, mais le pain ultra transformé, ce qu'on trouve dans les supermarchés pre-packed. Et aussi beaucoup de boissons sucrées, beaucoup de candy bars et d'autres friandises. Donc, dans ces analyses que je vais vous présenter, on a utilisé la cohorte EPIC, donc la European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Donc, comme déjà présenté par notre collègue Jean-Lucas, c'est une cohorte multicentrique qui inclut 500 000 volontaires, 70% de femmes recrutées entre 1991 et 2000 dans 10 différents pays, donc incluant aussi les femmes E3N pour la France et l'âge était plus de 35 ans au moment de la recrutement et la médiane était 51 ans. Les gens ont été recrutés dans la population générale, sauf en France et en Utrecht. Et en moyenne, on a maintenant un suivi de 14 années de suivi. Donc, comme déjà bien présenté par ma collègue Francesca Mancini aussi, on a utilisé des questionnaires alimentaires et ils étaient spécifiques par pays.
Les volontaires ont aussi rempli des questionnaires sur le mode de vie et après, comme déjà présenté par Pascal, les résultats en matière de santé ont été collectés par différents moyens, des registres du cancer, les dossiers d'assurance maladie et d'autres dossiers médicaux. Donc voilà, dans cette cohorte épique, on a appliqué cette classification NOVA de la transformation des aliments. Donc cette classification a comme but de classer les aliments en fonction de l'objectif de la transformation alimentaire plutôt qu'en termes de nutriments. Et donc voici tous les groupes alimentaires dans la cohorte épique qui ont été classifiés donc, par groupe NOVA. Donc dans le premier cadre, c'est les aliments non transformés ou peu transformés. Le deuxième, c'est les ingrédients culinaires transformés. Et le troisième, c'est les aliments transformés. Et le quatrième, les aliments ultra transformés. On a eu pas mal de défis quand on a voulu faire cette classification dans la cohorte épique. Donc, ceux d'entre vous qui ont rempli le questionnaire alimentaire, vous savez bien qu'on n'a pas forcément demandé des détails concernant la conservation, la préparation ou si le produit est industriel ou fait à la maison. Donc, on a eu pas mal d'hypothèses à faire pendant cette classification. Et on a fait cette hypothèse surtout par pays. Par exemple, en France, on a encore surtout des pains dans la boulangerie transformés, qu'en Angleterre, ils mangent beaucoup plus les pains ultra transformés des supermarchés. Donc, on a fait des hypothèses, on a utilisé aussi des données plus détaillées de 24 heures et donc celles de collecte qui demandent l'information de l'alimentation de la jour avant. Et ces collectes sont beaucoup plus détaillées que les questionnaires alimentaires. Donc, on a pu utiliser aussi ces données-là pour préciser notre classification. Donc, les aliments et les recettes faits à la maison ont été décomposés dans les ingrédients qui ont après été codés dans la classification NOVA. Les aliments génériques ont aussi été décomposés. Et après, je veux vous aussi souligner qu'on n'a que utilisé les données collectées pendant le recrutement dans la cohorte. Donc, on n'a pas de follow-up qu'on a pu utiliser. Pas tous les pays en Europe qui ont participé ont pu collecter des données de suivi. Et donc, on peut exprimer les consommations des produits transformés ou ultra transformés par gramme consommé par jour ou kilocalories, c'est l'énergie consommée par jour ou des pourcentages vus dans la globalité. Tout d'abord, je vais vous présenter les analyses de validation qu'on a fait. Donc, on a comparé où on a fait les corrélations entre les différents groupes de processing avec des biomarqueurs. Donc, tout d'abord, on a utilisé les biomarqueurs d'acide élaïdique dans le plasma avec l'apport de leur consommation de différents groupes alimentaires. Et comme vous pouvez voir, le quatrième groupe, ce qui est les produits ultra transformés, là, les acides gras trans, donc les acides gras élaïdiques, ont une forte corrélation avec ce biomarqueur-là. Et c'est un biomarqueur typique pour les produits ultra transformés. On a aussi comparé avec le sulfate de O-méthylséringol urinaire. Et de nouveau, on peut voir que dans le groupe 4, donc les produits ultra transformés, de nouveau, on voit une corrélation forte, ce qui est fort au moins pour comparer l'alimentation avec des biomarqueurs sanguins et urinaires. Ce n'est pas toujours évident de voir des corrélations tellement élevées. Donc, ça confirme qu'on peut utiliser la classification NOVA pour après investiguer les associations avec les maladies. Dans ce slide-là, je vous présente tout d'abord les associations qu'on a trouvées entre les produits transformés et ultra transformés. Quand on remplace 10% des aliments transformés ou ultra transformés par 10% des aliments
peu ou moins minimalement transformés donc, on remplace le groupe 3 ou 4 par les aliments de groupe 1 dans le NOVA. Et là, on peut bien voir, on peut prévenir vraiment différents cancers. Quand on inclut tous les cancers, on voit bien que là, on a une hazard ratio de 0,96. On a pour le cancer tête et cou aussi une association significative, une réduction du risque de cancer de 0,80. Pour l'œsophage aussi, on a des fortes réductions de risque. Pour le côlon, colon rectal. Aussi, désolée, j'ai oublié de traduire le hépatocellular carcinome, donc c'est le cancer du foie. Et après aussi pour le sein postménopausal, on a utilisé 2 différents modèles. Dans le premier modèle, on a corrigé pour les facteurs de confusion typiques, l'âge, smoking, l'utilisation de tabac et d'autres. Et dans le deuxième modèle, on a aussi ajouté des facteurs comme l'alcool, la consommation d'alcool, l'obésité. Et vous pouvez bien voir que néanmoins qu'on corrige aussi pour l'alcool, il y a quand même pas mal de cancers qui restent quand même significatifs associés avec différents cancers. Après, on a regardé un peu plus en détail sur les cancers de la tête et du cou et aussi l'œsophage. Et ici, on peut voir que quand on regarde les aliments ultra transformés, ici, on voit bien une augmentation de risque pour l'adénocarcinome de l'œsophage et aussi pour le cancer de la tête et du cou, qui reste aussi dans la deuxième modèle où on corrige pour l'alcool et pour l'obésité. Pareil pour les aliments transformés, donc ce qui inclut les aliments dans les cannes, les fromages, aussi le vin et la bière sont inclus là-dedans. Et ici aussi, avec ce groupe alimentaire 3, on peut voir de nouveau une association de risque augmentée avec les carcinomes épidermoïdes de l'œsophage et aussi le cancer de la tête et du cou. Et si après on regarde les aliments peu transformés, là on voit justement une protection du risque pour les carcinomes épidermoïdes de l'œsophage et aussi pour les cancers de la tête et du cou. Après, comme ma collègue Francesca Mancini venait de vous montrer, on voit bien un risque augmenté par l'obésité et une des hypothèses des produits ultra transformés, ils sont très riches en énergie, donc on voit qu'ils sont beaucoup liés avec l'obésité aussi. Donc, on voulait savoir jusqu'à quel point est-ce que les associations qu'on a trouvées entre les produits ultra transformés et transformés, est-ce qu'ils sont médiés par justement l'obésité. Et là, on voit bien qu'en fait, ils sont médiés, mais peu seulement par l'obésité. Donc, seulement 13% peut être expliqué par l'obésité. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui jouent quand on consomme des produits ultra transformés. Donc, ça peut être les additifs, les contaminants qui sont générés par les procédures industrielles. Donc, il faut regarder un peu plus loin pour découvrir les mécanismes qui sont derrière. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc, en résumé, on voit bien dans nos analyses scientifiques que les produits ultra transformés peuvent avoir un risque aussi que les produits transformés industriels pour différents cancers. Par contre, les produits non transformés ou peu transformés, justement, sont protecteurs. Donc, vu d'un point de vue santé publique, on veut bien vous conseiller de consommer surtout des produits non transformés. Après, comme je viens de vous montrer, on doit encore investiguer un peu plus quand les mécanismes arrière, tout ça. Donc, on a besoin de nouvelles recherches dans le futur. Donc, j'espère de vous tenir au courant par nos publications dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la présentation de cette classification. Comme tout à l'heure, on va prendre vos questions, qu'elles soient en présentiel ou de la part des personnes qui nous suivent à distance. On va commencer par les personnes dans la salle. Si vous avez des
Des questions? Je vous propose, comme tout à l'heure, de vous manifester en levant la main. On va circuler parmi vous. Il y a une question de monsieur qui est là. Je vais commencer, comme tout à l'heure. En tout cas, merci pour vos présentations. Moi, j'en avais une qui s'adresse sans doute plus à Francesca, qui était en fait par rapport à, vu qu'on est en plein sur l'alimentation, par rapport au surpoids et l'obésité. C'est vrai qu'on annonce toujours les chiffres, on le fait nous aussi, hein, au niveau mondial, et on va dire que ces chiffres-là, ils sont plombés par les 330 millions d'Américains, notamment. Et d'une part, et puis si on revient sur la part française, il y a d'autres cohortes que sont Constance, qui est une cohorte population générale, entre autres. Et donc ma question était justement, est-ce que vous avez la possibilité de comparer, où on a bien vu sur la présentation qui a précédé que globalement cette cohorte troisième génération est une cohorte où il y a moins de fumeurs qu'une population générale, diplômés, parce que voilà, on est sur l'éducation nationale. Et donc justement, d'un point de vue inégalité sociale, on a aussi une entrée via les inégalités sociales. Et donc, est-ce que vous avez la possibilité justement de comparer cette cohorte E3N génération à d'autres cohortes nationales? Et puis, par rapport à la dernière présentation sur EPIC, c'est vrai qu'on a envie de dire, vu que c'est quand même des données un peu plombantes et voilà, anxiogènes, ou en tout cas qui n'appellent pas à faire du hurrah, vous savez, l'adage, à savoir, voilà, quand on se compare, on peut se consoler. Et je pense que la cohorte E3N peut justement se consoler sûrement par rapport à une population générale ou mondiale. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, par rapport à l'effet que les données que j'avais présentées sur l'incidence d'obésité sont au niveau mondial, ça c'est vrai, mais quand même en Europe, on ne va pas trop mieux parce qu'on est autour de 20% des adultes en condition d'obésité, donc pas trop loin des Américaines, malheureusement. Et par rapport à les taux d'obésité dans la cohorte T3N, sûrement c'est un taux beaucoup moins élevé par rapport à la population générale. Et donc, probablement, ça entraîne à des sous-estimations plutôt de l'association. Donc, probablement, les cadres pire, entre guillemets. Et bien évidemment, ce serait très intéressant de comparer ces résultats avec d'autres cohortes en population générale en France, mais aussi en Europe plus largement. À l'état actuel, je ne suis pas sûre, mais il y a des collègues dans la salle qui peuvent confirmer que cette étude peut être reproduite, par exemple, dans Constance, mais bien sûr, serait en prospective très intéressant. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? On va prendre voilà, une question dans la salle et puis une question en distanciel. Le temps, hélas, nous est assez limité pour les questions. Je ne devrais pas prendre la parole d'autres, mais bon, voilà, je suis Grégoire Ray, France Cohorte. J'avais une question sur un petit peu une remarque générale sur l'ensemble des résultats. C'est vrai qu'on perçoit, enfin, je pense que ceux qui sont dans la salle perçoivent la complexité, en tout cas de l'exercice, la subtilité des résultats et des méthodes d'ailleurs, et parfois des conclusions. Parce que je pense que Arnaud le disait tout à l'heure, on aimerait que ça débouche sur des recommandations, et parfois on a des résultats qui semblent parfois contradictoires. En tout cas, quand on se focalise sur une pathologie, on va trouver une association dans un sens et une association dans l'autre. Et ça, à l'échelle de la recommandation ou de la communication, ça peut être délicat à gérer. Comment vous gérez ça? Oui, c'est tout à fait ça. Je disais au début qu'un des défis actuellement de l'étude de l'alimentation en général, c'est établir quelles sont les preuves scientifiques suffisamment solides pour émener des recommandations nutritionnelles et comme passer ces messages à la population générale. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à identifier la recette parfaite. Ça veut dire que selon quelle est la pathologie d'intérêt, les effets peuvent être différents et divergents. Et comme on a vu aussi par exemple, pour l'étude sur les mélanges, les mêmes aliments qui peuvent être bénéfiques pour la santé ont aussi d'un côté négatif, par exemple représenter des pesticides. Et séparer les deux, c'est un des défis majeurs de l'épidémiologie nutritionnelle. Donc ça, on est complètement d'accord.
Après, c'est aussi vrai que je pense il faut avoir une vision plus holistique et donc recommander quand même une alimentation entre guillemets saine qui sont les principes de base qu'on connaît. Et ça, on ne peut pas faire du mal à recommander ça. Et après, je pense que la recommandation, notre défi, c'est de le rendre plus individuel, plus comment dire, targeted, plus ciblé sur des groupes de populations qui peuvent avoir des caractéristiques différentes et donc être plus à risque de développer certaines pathologies ou d'adopter certains comportements et donc de cibler plus les recommandations qu'on va donner à ces groupes de populations. J'espère d'avoir. Est-ce qu'on a encore? Allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup, Francesca. Oui, je suis 100% d'accord. Je pense après, on doit essayer d'aller plutôt dans une alimentation ou des recommandations personnalisées. Par contre, au niveau public, aux santé publique, je pense que c'est effectivement important de diminuer nos risques par une alimentation très variée. Donc, la variation dans notre alimentation est importante et comme je viens de vous montrer, quand on consomme plus des produits frais, moins transformés, au contraire, où on échange des aliments ultra transformés par des aliments non transformés, là déjà, probablement, on peut un peu se protéger contre les contaminants, contre les additifs aussi, contre l'obésité souvent aussi, parce qu'ils sont très denses en énergie. Et après, surtout, je pense vraiment essayer de varier dans l'alimentation. Là, on diminue le risque pour avoir trop de composantes toxiques et on augmente la chance d'avoir tous les aliments ou toutes les différentes composantes nécessaires dans l'alimentation. Merci. Alors, Mélodie, je crois que c'est vous qui modérez les questions à distance. Est-ce qu'on a une question? On n'aura pas le temps de les poser toutes, mais une question qu'on peut retranscrire. Oui. Il y avait une question sur les liens entre nos travaux et ceux basés sur la cohorte INSERM Nutrinet Santé. Alors, d'un point de vue pratique, les deux cohortes sont deux cohortes indépendantes, mais c'est toujours bien d'avoir la possibilité de doubler, on peut dire, de répliquer des études dans des populations différentes parce que ça, clairement, ça renforce les évidences qu'on peut tirer. Aucune recommandation en santé publique peut être basée sur les résultats d'une seule étude. Donc, c'est extrêmement important de répliquer les études dans populations différentes avec des caractéristiques un peu différentes pour valider ce qu'on trouve dans l'étude initiale. Donc, je pense que la relation entre les deux cohortes, c'est plutôt ça, comme on a cité aussi la cohorte Constance, donc de dupliquer les études pour renforcer nos conclusions. Merci. Alors, je vous invite pour celles et ceux d'entre vous qui ont des questions que vous n'avez pas pu poser à vous rapprocher de nos expertes pendant la pause déjeuner. Quelques mots, si on devait faire un résumé de cette séquence, voilà ce qu'on pourrait en retenir. C'est que l'étude de l'alimentation, elle est extrêmement complexe parce qu'elle peut être étudiée à différentes échelles au niveau du profil alimentaire global, mais aussi, vous l'avez dit, au niveau des groupes d'aliments, au niveau des macronutriments, ou plus finement des nutriments. Et en plus, il se trouve qu'il y a certaines substances chimiques dans ce qu'on mange qui n'ont aucune propriété nutritionnelle, mais qui ont en revanche un effet sur la santé, comme les additifs, les résidus de médicaments ou encore les contaminants environnementaux. Alors, sur les facteurs de risque du cancer du sein, certains sont modifiables, d'autres pas. En tout état de cause, l'inflammation chronique est un mécanisme par lequel certains facteurs de risque impactent, vous l'avez dit, le développement du cancer du sein. Et dans E3N, précisément, grâce à un indice d'inflammation alimentaire basé sur 32 paramètres que vous nous avez développé, il y a donc une étude qui montre le lien entre le potentiel inflammatoire de l'alimentation d'un côté et de l'autre côté, le risque de cancer du sein. Ce que montrent les résultats, c'est également une association plus forte, vous l'avez dit, chez les non-fumeuses et chez les faibles consommatrices d'alcool, soulignant l'importance d'un régime alimentaire sain pour la prévention du cancer du sein. Vous avez aussi évoqué l'impact de l'alimentation sur la maladie de Parkinson grâce à une étude qui vise à examiner le lien entre la consommation de lait, d'autres produits laitiers, l'adhésion au régime méditerranéen et le risque de développer cette maladie. Et on observe une augmentation du risque de 8% du risque de la maladie de Parkinson avec une consommation accrue de lait pur. L'ajout de café de thé au chicorée au lait réduit l'impact délétère du lait. En revanche, il n'y a aucune association, vous l'avez dit, qui a été trouvée pour d'autres produits laitiers comme le fromage ou le yaourt. Une forte adhésion au régime méditerranéen diminue le risque. Petit clin d'œil, j'ai vu ce matin que le prix de l'huile d'olive avait baissé, donc c'est une bonne nouvelle pour adhérer davantage au régime méditerranéen. De même, la consommation de légumineuses et d'aliments riches en acides gras polyinsaturés comme les poissons
et bénéfiques. Et évidemment, tous ces résultats, ils ouvrent des pistes pour prévenir cette maladie chez les personnes à risque. Alors, il a été également question dans vos propos de l'exposition aux contaminants alimentaires, en particulier aux dioxines et aux PCB, présents notamment dans les poissons et les produits laitiers, et le lien avec une prise de poids de plus de 10 kilos, voire une obésité chez les femmes adultes. Cette séquence, alors c'est toujours compliqué de faire court, mais enfin bon, cette séquence, elle a aussi été l'occasion de faire un focus sur les polluants organiques persistants, que sont les produits chimiques durables, mobiles, bioaccumulables et toxiques pour les êtres humains. Et on nous l'a dit, ils sont suspectés de jouer un rôle sur le stress oxydatif, pouvant entraîner des dommages cellulaires et diverses pathologies. Enfin, les résultats de l'étude citée montrent des modifications des niveaux d'enzymes antioxydantes associées aux variations des niveaux de polluants organiques persistants dans le sang, ainsi que des interactions complexes entre différents polluants. Sans surprise, vous nous l'avez rappelé, les aliments ultra transformés qui contiennent des substances non disponibles dans la nature augmentent le risque des cancers, notamment de l'œsophage et du cancer colorectal. Et vous nous l'avez expliqué, le fait de les remplacer par des aliments non transformés, ne serait-ce qu'à hauteur de 10%, pourrait réduire le risque de certains cancers. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette séquence. Merci à toutes d'être venues nous en parler.